Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelée par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Vous l'attendez avec impatience, boum bam bim, voici la deuxième partie de l'épisode de Sarah. Vous l'avez entendu dans la première partie, quand Sarah rencontre Cédric, elle sort d'une rupture et jamais elle n'avait envisagé de se mettre en couple avec quelqu'un ayant des enfants. Mais voilà, elle commence à échanger avec Cédric et immédiatement, c'est fluide. Ils se rencontrent et ne se quittent plus. Cédric a un enfant et Sarah pense que ce n'est qu'un détail. La première fois que Sarah voit le fils de Cédric, il dort. Sarah en a des larmes d'émotion. Elle se dit que tout sera facile. Mais quand elle le rencontre pour la première fois, alors qu'il est bien réveillé cette fois, elle se rend rapidement compte que les choses ne seront pas si faciles que ça, loin de là. Sarah, qui est alors éducatrice spécialisée, devient obsessionnelle de la famille recomposée. Elle lit tout ce qu'elle peut trouver sur le sujet et fait un mix entre ses connaissances professionnelles, tout ce qu'elle apprend et ce qu'elle lit elle-même au sein de sa famille recomposée, jusqu'à en faire son métier. Alors, comment se départir des injonctions et attentes qui collent à la peau des belles-mères ? Comment arrêter de se mettre la pression pour être la belle-mère parfaite ? Comment parvenir à se prioriser ? Comment apprendre à mieux communiquer dans le couple pour que ça fonctionne ? Comment travailler sur les blessures potentiellement réveillées par la belle maternité ? Et au final, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette expérience de famille recomposée ?
Sarah, qui a créé la douceur des hérissons et qui accompagne les belles-mères et les couples en famille recomposée, donne dans cette deuxième partie d'épisode plein de conseils pour se sentir mieux dans sa famille recomposée. Alors franchement, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'écouter attentivement cette deuxième partie. Merci infiniment Sarah pour ta confiance et ta gentillesse. Bonne écoute. Et je précise que c'était douloureux pour moi. Je le précise parce qu'il y a plein de belles-mères qui peuvent se dire moi j'arrive pas, des fois je suis un peu jalouse, tout ça. Je précise que moi c'était compliqué pour moi. Tu pouvais être jalouse, tu veux dire, quand il partageait des activités avec son fils? Je pouvais être jalouse, ouais. Ouais, je pouvais être... je sais pas si c'est une forme de jalousie, mais c'était une forme peut-être de frustration aussi de pas vivre une vie de couple, d'être tout de suite dans une vie familiale et avec un enfant en plus qui était pas à moi. Donc j'avais vraiment ce sentiment de renforcer sa famille passée, tu vois. Mais je taisais ça en moi parce que c'était trop culpabilisant. Mais clairement, il y avait ça. Mais du coup, je l'ai incité. Et donc très vite, il m'a dit, écoute, en fait, je rêverais d'avoir des enfants avec toi. Tu fais de moi un père. Je sens que là, avec mon fils, j'arrive à être un papa. Il en pleurait, il avait les larmes aux yeux. Enfin, c'est mieux, mais quand il avait dit ça, et donc très rapidement, mais vraiment, dès la première année, c'était une évidence qu'on voulait avoir des enfants ensemble. Ouais. Et est-ce que tu peux raconter comment ils sont arrivés dans la famille, comment vous en avez parlé à ton beau-fils? Alors, ils sont arrivés dans la famille. Alors, ma fille, je crois qu'elle est née 2 ans après. Elle est née en 2016 et c'est en 2012 que je l'ai rencontrée. Ok. Donc, 3 ans après. En fait, c'est arrivé naturel. Alors, c'était rigolo parce que... oui, il y a encore une petite histoire rigolote. On se promenait avec mon beau-fils et il prenait, tu sais, les pissenlits. Et puis, il soufflait et puis il faisait un vœu. Ouais. Et on l'a entendu, ce vœu, et c'était « je veux avoir une petite sœur ». En fait, c'est très rigolo parce que j'étais enceinte d'1 mois, on ne l'avait pas encore dit. Oh, c'est génial. Et puis c'est très rigolo parce qu'il a vraiment eu une petite sœur en plus. Ouais, trop cool. Bon, donc il était hyper content et ça s'est bien passé. Alors lui, quand il a appris, il m'a sauté dans les bras, il a pleuré, il m'a dit merci. Ah, c'est génial, ça devait être un sacré moment pour toi, ça, non? Ouais, c'était très émouvant. Et à la fois, c'est ce que je te disais, à la fois il avait cet aspect-là, et à la fois il y avait toute une part de lui qui était en conflit, loyauté. Oui, après il s'en voulait peut-être. C'était compliqué, c'était douloureux, donc ça n'a pas été si simple quand même la naissance de ma fille. C'est-à-dire que ça a créé des jalousies chez lui, des peurs. Pendant les 6 premiers mois, je ne pouvais pas le laisser seul avec ma fille, j'avais peur. J'avais vraiment peur de ce qui pouvait se passer. Ok. Pendant au moins 6 mois, tu vois. Après, du coup, il y a eu des scènes, des éléments où j'ai pu le voir agir avec elle et on a pu en parler. Ça a été l'occasion justement de parler, de mettre à plat des choses, de le rassurer, de le sécuriser, voilà. Mais sur ces 6 premiers mois, et puis c'était difficile parce que moi j'avais cet instinct de mère, tu vois, je voulais protéger ma fille, et c'était compliqué parce qu'à la fois, avant la naissance de ma fille, je m'étais un peu dit, voilà, mon beau-fils c'est comme mon fils, je veux absolument pas de différence, rien, et en même temps, je voyais bien que quand il pouvait avoir des comportements qui pouvaient mettre en danger ma fille, tu vois, c'était dur. Et à cette époque-là, comme j'avais qu'un enfant, je pensais en plus que c'était lié au fait que c'était pas le mien. Maintenant que j'en ai eu un deuxième et que j'ai vu ma fille pouvoir avoir des réactions qui ont pu... Je sais que c'était pas lié à ça. Mais à cette époque-là, j'y ai cru, tu vois. J'ai cru que c'était lié au fait que c'était pas mon fils. Parce que sinon, tu dirais que globalement, enfin maintenant du coup que tu en as eu 2 et que voilà, tu étais belle-mère d'un enfant, mère de 2, tu dirais quand même que tu la sens cette différence. J'ai eu différents types de réponses. T'as des belles-mères qui vraiment disent non mais moi je fais aucune différence. Et il y en a qui disent bah si, une fois que j'ai eu des enfants, j'ai bien senti en fait ce qu'était l'amour qu'on peut porter à son propre enfant, et il est quand même différent de celui qu'on porte à son bel enfant. Toi, tu te positionnes comment? Moi, je me positionne à dire que ça n'a pas de sens, en fait, d'essayer de comparer ou de dire, tu vois, c'est comme si j'essayais de comparer l'amour que j'ai à mon conjoint, l'amour que j'ai pour mes parents ou à mes enfants. Enfin, franchement, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est des relations qui sont différentes. J'ai une relation différente avec ma fille que j'ai avec mon fils, et j'ai une relation différente avec mon beau-fils. Mon beau-fils, je suis pas sa mère. Et du coup, je peux pas dire que c'est comme mon fils. Factuellement, ça ne l'est pas. Il y a une relation qui est différente, il y a un contexte qui est différent. Je peux pas dire ça. Par contre, ce que j'avais écrit par rapport à mon beau-fils, c'est que je suis pas sa maman, je le serai jamais, mais ça me va. Parce que j'aime ma place, j'aime cette place de belle-mère. Cette place, elle m'a pas permis de donner la vie, mais elle m'a redonné la mienne. Et pour moi, c'est très fort quand même, du coup, cette relation que je peux avoir avec lui. Parce que à chaque fois qu'il amène des choses, même parfois difficiles, tu vois, je sais aussi que c'est une occasion pour moi d'aller me rencontrer et d'améliorer ma relation à moi et aux autres. Et ça, c'est vraiment un truc que je porte en moi. Et donc, quand je dis « il m'a redonné la mienne », c'est pas un fin mot, quoi, tu vois.
c'est vraiment que mon beau-fils, ça a réveillé des douleurs énormes. Enfin, faut savoir que moi, il y a eu plein de fois où je suis partie de chez moi en pleurant. Je vais être très Mmh. transparente avec toi, hein. Je vais tout te dire. Je Super. suis partie de la maison en pleurant, je me tapais tellement c'était violent, tu vois? Et je pouvais, m'enfermer dans la chambre, et ne plus vouloir sortir. Je restais au travail pour plus vouloir rentrer, tu vois? Il y a vraiment eu des trucs très violents. Mais en fait, si j'avais pas eu cette place de belle-mère, si j'avais pas eu toutes ces difficultés, si sa maman, il y avait pas eu tout ça, mais je serais pas celle que je suis aujourd'hui, tu vois? Mmh. Et je serais pas la maman que je suis aujourd'hui ou la belle-mère que je suis aujourd'hui, donc je peux pas, voilà. Mmh. C'est une relation qui est très forte, mais qui est différente. Par contre, sur le «je fais pas de différence», j'en sais rien, tu vois? Je vais pas faire de différence d'éducation. Par exemple, je veux pas être la belle-mère qui va acheter, parce que j'ai vu ça, des gâteaux que pour, ses enfants, puis pas pour Mmh. le, tu vois? Pas du tout. Mmh. Par contre, bien sûr que j'ai une relation différente et je veux pas le nier parce que je trouve que le nier serait, presque mettre en danger justement cette relation, tu vois? Parce que ce serait pas authentique. Ok, et quand tu racontes là de manière hyper sincère et ces épisodes qui pouvaient être hyper violents où tu t'en venais à te taper tellement c'était compliqué à partir de chez toi, à traîner au bureau pour pas rentrer, qu'est-ce qui fait, enfin, que t'es pas parti quoi, tu vois, enfin, est-ce que à des moments t'as quand même pu te dire mais pourquoi je m'inflige ça? Parce que voilà, l'amour bien sûr, oui, l'amour de ton conjoint, tu vois, mais versus ce que tu racontes là, et pourquoi t'es resté quoi? Et est-ce que t'as pu te dire des fois que t'allais partir ou vraiment jamais? Mais bien sûr, mais plein de fois. Hmm. Plein de fois, plein de fois, je me suis dit que j'allais partir et je me suis posé la question plein de fois: «Pourquoi je reste?» Même, mon mari m'avait dit: «Écoute, vu toute la situation, je t'aime et en fait, c'est parce que je t'aime que protège-toi, casse-toi, je comprendrai, je vais souffrir, mais vas-y». C'est pour te dire, tu vois? Hem, Pourquoi je suis restée? Mais clairement parce qu'à chaque étape, en fait, on se renforçait dans le couple, et que, il a été parfois très maladroit, parfois il y a eu plein de choses, enfin voilà, je ça a pas été parfait, notre histoire, loin de là. Mais il y avait quelque chose qui nous tenait de l'ordre de l'envie d'avancer ensemble qui était beaucoup plus fort que tout le reste, tu vois? Et à chaque fois qu'il y avait eu des choses difficiles, j'avais quand même un mari qui, peut-être pas sur le coup, mais après coup, pouvait me montrer à quel point il m'aimait. Et je me suis sentie aimée avec lui comme jamais. Et je pense que lui aussi s'est senti aimé comme jamais, justement parce que je restais et que je traversais des choses, assez folles avec lui et du coup, c'était beau, en fait et je me suis aussi accrochée à la beauté de ce couple qui se renforce et ça me sécurisait vachement, en fait. Je trouve ça hyper sécurisant d'avoir, un couple où on sait que, voilà, même si c'est la tempête, allez, on va se tenir la main, on va se relever, même si des fois on se tenait pas la main du tout, hein. Tu vois? Mais j'avais, je sais pas, ce truc-là en moi qui m'a toujours fait tenir. Non, mais ouais, du coup, c'est intéressant, je trouve aussi que tu parles de sa place à lui, parce qu'on en parle aussi souvent ici, et on l'a pas mal dit, je pense que la place quand même du parent, elle est assez importante, essentielle, et même si t'as raison dans ce que tu dis, enfin, je pense qu'il faut pas tout miser là-dessus, et plutôt se regarder soi, comme tout ce que t'as expliqué là, mais tu dirais quand même que dans les familles aussi que t'accompagnes, la place du parent, qui est le lien, du coup, entre toutes ces personnes-là, entre les enfants, la compagne actuelle et l'ex-conjoint ou conjointe. Est-ce que, je sais pas, il y a un mode d'emploi, mais j'imagine qu'encore une fois, tu vas pas pouvoir me répondre une réponse comme ça, parce que tout dépend des gens, des situations, etc. Mais quel rôle il peut jouer quand même, le parent, en fait, qui fait le lien entre tous ces gens-là? Bien sûr. Et il y a quelque chose sur laquelle je voudrais revenir. Revenir à soi ne veut pas dire, ne pas entrer dans une communication à l'autre. Justement, Mmh. revenir à moi m'a permis de repérer mes limites. En fait, c'est ça, revenir à soi aussi, c'est d'être en contact avec ses limites pour pouvoir les exprimer. Et c'est ce qui m'a permis aussi des fois d'exprimer à mon mari mes limites. Et du coup, lui, de pouvoir se positionner. Parce que, hem il y a plein de fois où, par exemple, je pouvais dire oui en pensant non, ou sinon j'allais exploser. Quand mes limites étaient atteintes, j'allais exploser. Mais dans les deux cas, ça ne sert pas à la relation, tu vois? Et Mmh. ça ne sert pas à une bonne communication. Donc quand je dis revenir à soi, c'est pour pouvoir à la fois exprimer ses besoins profonds, mais à la fois prendre soin des besoins relationnels et donc prendre soin de la relation, tu vois? Mmh. Et c'est vraiment, voilà, je voulais le préciser parce que ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas un rôle à jouer ou que tout tient sur nos épaules, pas du tout. Par contre, c'est de notre responsabilité, je crois, de repérer nos limites, de savoir les exprimer d'une manière, la plus efficace possible pour que l'autre puisse les entendre et pour qu'on puisse avancer ensemble. Et par rapport au monsieur, enfin au monsieur conjoint, je sais pas comment on peut les appeler, mais ils ont un rôle bien sûr hyper important. C'est eux qui sont le lien entre tout le monde.
c'est, mon mari qui, a permis que la relation avec mon beau-fils, soit aussi celle qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'en suis convaincue. Il serait parti dans une posture, où tout le temps en retrait, par exemple, comme certains, ou dans après il a eu ces postures-là, tu vois, de culpabilité, de pas oser dire. Il a eu tout ça, mais le fait que dans le couple, on ait pu en parler et qu'il ait pu se positionner, bien sûr que c'est important. Un papa qui a une posture sécure, ce que j'appelle une posture sécure, c'est-à-dire qu'il va prendre des décisions qui ne seront pas fait au travers de la culpabilité, de la peur, de la honte, de la peur du conflit, tu vois? Mmh. Ça crée quand même un système familial qui est beaucoup plus serein. Donc bien sûr que leur place, elle est super, super importante. Je sais pas si je réponds à ta question, mais Ouais, ouais, si, si, complètement, complètement. Après, enfin, c'est là où je pense qu'il faut venir te voir pour être accompagné, parce qu'après, il y a un gap entre le dire et le faire, parce que je pense qu'en effet, qu'ils sont nombreux, ces parents qui font le lien entre tout le monde à la ressentir, cette culpabilité dont tu parles, et voilà, il n'y a pas forcément, justement, oser s'exprimer, comme tu dis, dans une posture sécure, quoi. et puis il y a tellement de malentendus dans les couples en Mmh. famille recomposée, mais tellement, parce que les belles-mères, elles vont avoir leurs propres lunettes, leur propre rapport au monde, leur propre angoisse, notamment celle d'avoir une épée de Damoclès, de passer après, des choses comme ça. Et elles vont interpréter les comportements de monsieur, et d'ailleurs souvent sous le prisme de la culpabilité, alors que plein de fois, c'est pas forcément ça. Simplement, ils ont pas forcément le même rapport au monde que Mmh. nous, la même façon de fonctionner. Moi, mon mari, il a pas du tout la même manière de réfléchir ou de réagir que moi, et donc plein de fois, on peut se tromper dans les évaluations qu'on fait et avoir une communication du coup qui va être conflictuelle. Tout ça parce qu'on se trompe dans l'évaluation qu'on fait de l'autre. Et on perçoit l'autre comme un ennemi alors que souvent pas du tout. Et est-ce que pour toi, ça a pu être difficile, parce que tu as parlé un peu de jalousie que tu avais pu ressentir, par exemple, à l'arrivée de vos enfants, le fait de te dire que toi, c'était la première fois, mais que lui, ça ne l'était pas. Est-ce que ça a pu être compliqué pour toi? Ouais, la grossesse de ma fille, mais tu vois, c'est là où je dis c'est important aussi de retourner la caméra sur soi parce que c'était moi-même qui me créais mon propre Hmm. malheur, tu vois? À me comparer, à réfléchir à qu'est-ce qu'il avait vécu avant, hem et ça a été je dirais entre les 3 et 6 premiers mois. Et quand je l'ai réalisé, parce que j'ai mis du temps aussi à réaliser que je pouvais avoir un autre mode de fonctionnement, si tu veux, que de ces pensées-là. Hmm. Je me suis vraiment refocalisée sur le moment présent. Je crois qu'il y a aussi ça qui est hyper important, quand on est belle-mère, c'est de réussir à se connecter à l'instant présent et pas trop mélanger les temporalités passé, présent, futur, d'être vraiment dans l'instant Hmm. présent. Et hem et moi, c'est ce qui m'a voilà, c'est ce qui m'a beaucoup aidée et du coup, même pour l'accouchement, pour après, à plus du tout être dans un espace, de comparaison qui peut faire très, très mal. Puis qui n'a pas de sens. Moi, pour avoir du coup 2 enfants, aujourd'hui, je me dis: «Mais quel sens ça a?» En fait, je ne comparerai pas ma deuxième grossesse à ma première. C'est Hmm. différent. Ouais, ouais, carrément, t'as raison. Non, mais c'est ce que tu disais, c'est que, en fait, enfin, dans la famille recomposée, en effet, tout est en fluo, tout est en zoom, et aussi les questions qu'on se pose, c'est des questions qu'on se poserait pas dans une famille classique. Alors finalement, enfin, moi, je le vois dans toutes les interviews. En fait, souvent, c'est les mêmes questions que celles que tu pourrais avoir et les mêmes problématiques que dans une famille classique, sauf que là, elles sont exacerbées parce que la famille est recomposée. Alors qu'en effet, en fait, même dans une fratrie, avec les deux mêmes parents, ben oui, les enfants sont pas les mêmes, les grossesses sont pas les mêmes, tu pourrais être amené à comparer, tu peux avoir un attachement différent à des enfants, des relations différentes avec des enfants qui sont les tiens, quoi, qui sont tous les tiens. Moi, je trouve que c'est ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans La Belle Méritée, c'est du coup l'accueil et l'acceptation de notre humanité en entier, c'est-à-dire, nos parts d'ombre et de lumière ensemble. Et ça m'a vraiment appris aussi que le bien et le mal, finalement, n'existent pas. À chaque fois, c'est des fois, en voulant être trop dans le bien, on fait le mal, et des fois, en voulant faire le mal. Enfin, c'est tout lié, c'est tout relié, et à l'intérieur de nous, je crois qu'on a cette ambivalence. Et la famille recomposée, pour moi, c'est plein de personnes qui ont chacun leur ambivalence, leur paradoxe, qui se rencontrent. Et parfois, du coup, les blessures de l'un viennent réveiller les blessures de l'autre, et c'est ce qui crée des étincelles. Hmm. Ouais, ouais. Et vos trois enfants, comment ils s'entendent aujourd'hui? Comment est-ce que vous les appelez tous frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des sujets avec demi? Non, oulala, pas du tout. Ah non, non, c'est des frères et sœurs. Euh, Ils s'entendent très bien. Hmm. Alors, une fratrie, c'est-à-dire avec ses jalousies, Hmm. chacun, tous. Que ce soit même le plus grand, hein, qui a bientôt 16 ans, il y en a. Hmm. Mais voilà, ma fille aussi a des jalousies avec son petit frère, et inversement. Enfin voilà,
Mais non, il y a une très belle relation entre eux aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me permet de parler des enfants nés de la recomposition, parce qu'on en parle assez peu. Souvent, on va parler des enfants de parents séparés. Et il y a les enfants nés de la recomposition, on en parle peu, et pourtant, ils vivent aussi plein de choses qui sont difficiles, et on oublie parfois de les accompagner. On oublie parfois d'aller écouter ce qu'eux ressentent, ce qu'eux vivent, hem et de leur, et de prendre ce temps aussi avec eux. On se dit enfin voilà, on se dit, c'est souvent quelque chose que j'entends de l'extérieur, oui, mais eux, ils ont leurs 2 parents ensemble. Mais c'est pas parce qu'ils ont leurs 2 parents ensemble que tout est plus facile. C'est aussi souffrant d'avoir un autre un grand frère, notamment là pour mes enfants, qui, est là, est pas là, qui quand il est là, du coup, prend beaucoup de place parce que, ben, il est pas là au quotidien, donc quand il est là, bah, ça prend beaucoup de place. Ça change aussi la place de chacun, c'est-à-dire que ma fille qui se retrouve aînée d'habitude se retrouve au milieu, par exemple. C'est la seule fille, elle est entre 2 garçons. Il y a plein de choses qui se jouent et du coup, ça me permet vraiment de dire un peu à tout le monde: «N'oubliez pas les enfants nés de la recomposition, Tu ce qu'ils raison. peuvent vivre, ce qu'ils peuvent entendre aussi», parce que parfois ils entendent les parents, parler de la maman de leur grand frère ou grande sœur, parfois pas toujours en bien, et ça peut les inquiéter parce qu'ils peuvent aussi se dire: «Mais est-ce que moi un jour ça va m'arriver ça? Je vais aller chez quelqu'un, que mes parents aiment pas? Comment ça se passe?» Il y a plein de choses qui peuvent être compliquées pour eux, et donc j'invite vraiment les gens à faire attention aussi. Ouais, t'as raison. Et ça, vous en discutez avec justement avec tes enfants, comment vous faites pour accompagner ça? Parce qu'en effet, t'as raison, il y a tout un tas de problématiques que eux rencontrent et dont on parle pas beaucoup, ouais. Ouais, moi j'en parle beaucoup, beaucoup. Enfin, avec mes enfants, j'utilise aussi des outils que, que je peux avoir dans les accompagnements que je fais, et notamment les cartes d'apprenti Girard. Je ne sais pas si tu connais, sur les émotions, sur les besoins. Et donc, avec mes enfants, on peut parler autour des émotions et des besoins de chacun en fonction des situations. Ouais. Et puis, mes enfants, ils savent ce que je fais comme travail. Ma fille, elle parle tout le temps de l'école des sorcières, elle parle tout le temps de la douceur des hérissons. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est des sujets qui, pour le coup, reviennent souvent sur la table. La famille recomposée, comment eux, ils le vivent, comment même les adultes peuvent le vivre. Et on est assez transparent avec eux, on leur explique plein de choses. Et eux, ils en disent quoi, justement? Alors mon fils, il a 5 ans, donc pour lui, lui, il en parle un peu, mais pas plus que ça. Ma fille, qui a 8 ans, elle a plus de réflexion par rapport à ça. Elle va pouvoir exprimer, par exemple, qu'elle est triste pour son grand frère, qui n'est pas ses parents ensemble, que ça doit être douloureux de tout le temps bouger avec un sac à dos. Elle explique aussi que par rapport à nous, c'est pas toujours simple, par rapport à la maman, mais du coup, voilà, elle peut avoir des réflexions très dans l'empathie, tu vois, pour chacun, et comprendre un petit peu la planète de chacun. Ce que je crois qu'elle perçoit aussi, c'est que du coup, on peut avoir aussi plusieurs réalités, plusieurs vérités, et que toutes sont légitimes, même si les gens sont pas d'accord, tu vois. Oui, parce que c'est ce que tu me disais en off, et je crois on l'a pas redit au final là, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu dis bien que toi, ce que tu racontes, c'est ton ressenti à toi, depuis ta place à toi, enfin ton prisme à toi, et que évidemment, peut-être la maman de ton beau-fils aurait pas le même ressenti, ton beau-fils, voilà, chacun voit les choses depuis sa place. Complètement. Mais oui, j'aime bien la phrase de Blaise Pascal qui disait: «La vérité est relative, chacun la voit avec ses lunettes», tu vois? Bah, c'est ça, c'est chacun a ses lunettes sur la situation. Et je trouve que c'est hyper riche, justement, la famille recomposée pour ça, parce que du coup, on peut transmettre aux enfants dès le plus jeune âge que, OK, on est tous sur la même planète, ça c'est vrai, c'est factuel, mais on a tous des lunettes différentes, on voit tous les choses de manière différente, et il n'y a pas quelqu'un qui a plus raison ou tort. C'est en fonction de son vécu, en fonction de son histoire, en fonction de son rapport au monde, il va avoir une interprétation de la situation. Mais c'est ni vrai ni faux, c'est sa vérité. Et ça, je trouve ça hyper intéressant à comprendre dès le plus jeune âge, parce qu'en plus, ça les protège aussi de la peur du jugement et du regard des autres, parce que du coup, ils comprennent assez tôt que le jugement et le regard des autres appartient à l'autre en fonction de son vécu, de sa planète, que parfois, il n'a pas les moyens et les ressources d'accéder à notre planète aussi. Ouais, c'est Il y a clair. plein de choses qui sont intéressantes dans la famille recomposée. Et du coup, toi qui es plongé là-dedans, qui accompagne toute la journée des belles-mères, est-ce que tu pourrais nous dire, c'est un peu compliqué comme question, mais quelles sont les problématiques principales, tu vois, que rencontrent en fait les belles-mères? Est-ce que déjà tu retrouves toujours un peu les mêmes problématiques dans les belles-mères que tu accompagnes? Quelles sont-elles, quoi? Toujours les mêmes problématiques, oui.
Par contre, les causes profondes sont différentes, tu vois. Pour les accompagner, je les accompagne pas de la même manière, mais alors les problématiques, oui. Clairement, il y a la catégorie des belles-mères qui sont en difficulté avec leurs beaux enfants, qui ont du rejet pour eux, qui ont du mal à rentrer chez elles parce qu'elles ne se sentent pas chez elles quand ils sont là, avec qui la relation peut être... alors, dans cette même catégorie, il y a 2 autres catégories. Celles avec qui c'est tendu avec les beaux-enfants rejettent la belle-mère, ne veulent pas avoir de relation, de lien avec elle, voire peuvent avoir même des comportements et des attitudes qui peuvent être très très problématiques, hein. Ça peut aller jusqu'à des mensonges contre la belle-mère, comme la prendre en photo, se moquer d'elle sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de choses que j'ai vues, si tu veux, dans ce type-là. Ok. Et t'as celles qui sont dans le rejet de leurs beaux-enfants et avec qui c'est... USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. Difficile, mais pour le coup, le bel enfant ou la belle enfant n'est pas dans un rejet, tu vois. Ça arrive aussi. Et c'est très souffrant hein, pour elles. Elles le vivent très très mal parce que Oui, encore plus de culpabilité, j'imagine. exactement, elles ont même pas la possibilité de tendre la carte, mais l'enfant est insupportable, tu vois. Donc c'est vraiment toute une culpabilité, une souffrance assez terrible qui parfois est cachée contre un rejet où elles essaient de trouver des choses hein, contre le bel enfant justement pour se protéger. Donc ça c'est une catégorie. Et il y a aussi des belles-mères qui ça se passe bien avec les beaux enfants, par contre qui développent jusqu'à une phobie de l'ex. Alors moi j'en ai déjà parlé, hein. Moi j'ai fait une vraie phobie de l'ex, c'est-à-dire que physiquement, corporellement, j'avais tous les symptômes d'une phobie rien qu'à l'entendre de son prénom, tu vois. Et donc j'accompagne aussi des belles-mères qui peuvent avoir de grosses difficultés avec l'ex, alors que ce soit de la phobie ou des choses plus légères, hein, mais qui vivent voilà, des situations où l'ex et monsieur c'est très très tendu, c'est compliqué, et du coup elles en subissent aussi les conséquences. Et donc ça c'est un autre type de belle-mère que j'accompagne. Et c'est peut-être trop compliqué, tu vois, et évidemment l'intérêt c'est de suivre un accompagnement avec toi, mais tu pourrais nous dire comme ça quelles sont les clés de travail, justement si par exemple, je sais pas, si on prend une situation et en effet tu as du mal avec tes beaux enfants, qu'est-ce que toi tu conseilles, qu'est-ce que tu conseilles de faire concrètement? Alors, je ne veux pas prendre une situation précise parce que clairement, ça dépend énormément du vécu de chaque personne, si tu veux. Parce que, comme je disais, la belle-mérité, elle vient mettre des choses au fluo. Donc, en fait, la manière qu'a la belle-mère de ressentir, de vivre et d'appréhender la situation difficile qu'elle traverse va être en lien avec son rapport au monde, son histoire, ses blessures, tout ça. Donc, par contre, j'ai des étapes qui sont communes à toutes celles que j'accompagne, absolument toutes. C'est les mêmes étapes. La première étape, ça va être ce que j'appelle les émotions, les besoins et le cerveau décodé, tu vois. On va aller essayer de voir les émotions et de faire un accompagnement autour des émotions. Parce qu'en plus, il y en a plein qui vivent des montagnes russes émotionnelles, qui ont du mal, alors, j'aime pas le mot gérer les émotions, tu vois, mais où c'est les émotions qui prennent le dessus et il y a un épuisement émotionnel qui est assez fort. Donc, on va vraiment déjà faire un travail sur apprendre clairement, concrètement, qu'est-ce qu'une émotion, comment on l'accompagne. Il n'y a pas d'émotions négatives, il n'y a que des émotions désagréables. Tu vois, j'apprends plein de choses autour de ça, justement au niveau de l'accompagnement des émotions, pour qu'elles puissent retrouver des ressources et une certaine sécurité émotionnelle et psychique, tu vois. Ouais. Il y a, du coup, je parle des besoins, parce que 100% des belles-mères que j'accompagne ne savent pas ce qu'est un besoin. En fait, la plupart des gens dans notre quotidien ne savent pas vraiment ce qu'est un besoin. On va dire, j'ai besoin qu'ils me respectent. Mais c'est pas un besoin, par exemple. Donc, on va aller voir vraiment les besoins profonds, qu'est-ce que c'est. Et
du coup, reprendre le contrôle de son bien-être, puisque tous nos besoins, on peut les prendre en compte par nous-mêmes. Donc c'est génial, parce que du coup, une fois qu'on conscientise que quand ça va pas, c'est parce qu'il y a un besoin qui se réveille et qu'on ne sait pas comment le prendre en compte, et ben si on comprend qu'est-ce que c'est ce besoin, on ouvre les portes et le champ du possible pour prendre soin de soi, tu vois. Ouais. Et quand je dis prendre soin de soi, ça peut être aussi exprimer des limites, je le redis. Et puis, il va y avoir tout ce qui est cerveau décodé, parce que bien sûr qu'il y a une partie de mental, d'histoire, de rapport au monde, mais aussi des choses physiologiques des fois. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des fois des belles-mères qui sont en burn-out, et au bout d'un moment, quand elles sont en burn-out, physiologiquement, leur cerveau, si tu veux, n'est plus en capacité de gérer quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est aussi comprendre comment fonctionne le cerveau, nos différents... dans le corps, comment ça se passe, et comment est-ce qu'on accompagne ces choses par le corps. C'est vraiment ce double mouvement. La deuxième étape, je l'ai appelée, moi, se découvrir, se rencontrer, puis s'accompagner. C'est-à-dire que là, on va plutôt aller dans l'écoute des conflits intérieurs et de nos parts blessées, de nos fragilités, de nos failles. Quand on a un stimulus, je prends l'exemple d'une belle-mère, par exemple, qui va être jalouse quand elle voit, je sais pas, sa belle-fille sur les genoux du papa, ça arrive. Et ben, on va aller voir qu'est-ce qui se passe chez elle. Tu vois, on va retourner la caméra, on va aller voir ses émotions, un petit peu, voilà, comment ça se joue, quelles sont ses pensées, et en général, on va aller voir qu'il y a un conflit à l'intérieur d'elle. Il y a une part qui va être jalouse, il y en a une autre qui va venir lui taper dessus en disant que c'est qu'une gamine, qu'elle devrait pas, que c'est n'importe quoi, que c'est elle l'adulte, tu vois. Et en fait, ça crée un conflit à l'intérieur qui fait cette souffrance, et qui fait qu'elle se sent bloquée aussi, parce que du coup, le conflit intérieur, il est tellement souffrant qu'elle reste que sur... elle regarde la situation et elle ne sait plus comment faire autrement que souffrir, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de vraiment de comprendre ce conflit intérieur, pour pouvoir aller s'accompagner à l'intérieur, pour pouvoir retrouver un espace de sérénité, tu vois. Et donc là, on va rencontrer des parts blessées, souvent, des parts qui ont peur du rejet, qui ont peur de l'abandon, qui ont vécu des choses. Donc, c'est vraiment une étape importante de l'accompagnement, parce que là, on vient guérir des choses qui sont profondes dans la personne. Et donc, je transmets des choses aussi pour savoir s'accompagner, être autonome. Moi, j'ai pas envie de garder les gens en accompagnement pendant toute leur vie, tu vois. Donc, je leur donne des outils concrets pour quand vous êtes stimulé dans votre vie, qu'est-ce que vous en faites, tu vois. Il y a ensuite l'étape améliorer leurs connaissances et leurs compétences en communication, parce que globalement, la plupart des gens savent pas vraiment communiquer. Et quand je parle de communication, je parle déjà de communication de soi à soi, parce qu'il y a plein de fois où on communique très mal avec soi-même, donc on peut difficilement communiquer avec l'extérieur. Tu vois, je prends l'exemple d'une belle-mère qui avait envie de crier contre son conjoint et de lui dire des choses comme oui, de toute façon, dès que tu as l'occasion, en gros, t'es pas là, tu choisis de faire d'autres choses. Alors qu'en fait, dans le fond du fond, c'était juste ce qui lui manquait profondément. Mais c'était pas ce qu'elle allait lui dire, tu vois. Donc, améliorer sa communication, c'est déjà d'aller voir qu'est-ce qui se passe en moi. En moi, en fait, il me manque terriblement, tu vois. Et c'est ça que je vais communiquer. Et donc, c'est la communication aussi avec l'autre, avec tous les pièges dans la communication, entre les hommes, les femmes, les différents types de fonctionnement, comprendre la planète de chacun, ça, c'est vraiment une étape importante. Ouais. La quatrième étape, c'est vraiment choisir, pas subir, c'est-à-dire qu'on reprend le volant. On n'est plus dans un espace où on se sent marionnettisé par rapport aux situations. Je prends l'exemple d'une belle-mère qui commence à développer une phobie de l'ex. Et à chaque fois qu'il y a l'ex qui va appeler, elle tremble, elle transpire, elle commence à paniquer, tu vois. C'est comment est-ce qu'on reprend le volant, là, le contrôle sur son bien-être, tu vois. Donc ça, c'est la quatrième étape. Et la dernière étape, c'est vraiment améliorer aussi la capacité d'adaptation. Parce que quand on est belle-mère, on est sans cesse en train de devoir s'adapter. Mais d'ailleurs, c'est la famille recomposée, c'est-à-dire que les beaux enfants s'adaptent tout le temps, tout le monde s'adapte en fonction de ce qui se passe. Il y a toujours des choses qui se passent et tout le monde s'adapte. Et donc, c'est hyper important de développer cette capacité d'adaptation. Et donc là, on va travailler sur, sur plein de choses en fait, c'est tellement varié, je ne peux pas te détailler, t'en aurais pour 3 heures. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. The new McCrispy Strip is here. Dip approved by ketchup, tangy barbecue, honey mustard, Sprite, McFlurry, Big Mac sauce, double dipped in buffalo and ranch, more ranch, and creamy chili McCrispy Strip Dip. Now at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
Non, mais puis après, il faut faire appel à tes services, quoi. Si on veut en savoir plus, c'est hyper intéressant. Mais du coup, ça permet, tu vois, de voir un peu comment tu travailles et ce que ça peut apporter. Et est-ce que toi, si on reprend un peu le fil, tu vois, de ta vie à toi, tu disais au tout début, là, de notre échange, que toi, t'étais à fond dans les comédies romantiques, l'homme pour une vie, puis celui avec lequel tu ferais des enfants, tu resterais toute ta vie, etc. Et qu'évidemment, t'avais pas rêvé d'être belle-mère. Je pense que c'est rarement le cas. Donc, c'était pas forcément ce que t'avais imaginé. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es heureuse et que tu te sens à ta place et tu vois, et qu'est-ce que tu penses de ta famille, quoi? Mais non seulement je suis heureuse, mais tu vois, je suis émue de te le dire. Heureusement que j'ai eu la belle méritée dans ma vie, en fait, parce que j'aurais pas eu ça, j'aurais pas pu me renforcer comme je suis aujourd'hui, j'aurais pas tous les outils que je connais aujourd'hui. Et en plus, je trouve que la famille recomposée, ça m'a appris la tolérance comme jamais, tu vois. L'acceptation de la différence, et puis la compréhension de l'être humain dans toute sa complexité, et puis ses douleurs. Euh, du coup, ça fait plusieurs années là que j'accompagne des couples et puis des belles-mères, et je vois un petit peu l'espace de chacun, et que derrière chaque douleur, chaque chose qui pourrait être vue par l'extérieur comme quelque chose de monstrueux, ou des jugements, ou des critiques, en fait, souvent derrière, il y a de la souffrance, il y a des choses qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été vues. En fait, je trouve ça tellement beau, ça m'a reconnecté à quelque chose de tellement fort, et aujourd'hui, ma famille, moi, j'en suis fière, peu importe ce qui se passera demain, parce que s'il y a un truc qui est vrai, par contre, c'est que j'ai pas de certitude par rapport à ce qui peut se passer demain, mais en même temps, ça m'a appris ça, tu vois. Il y a un truc aussi que la belle méritée m'a appris, c'est ne pas attendre de reconnaissance de la part de mes enfants. Et donc, si je fais quelque chose, je le fais dans l'élan du cœur, comme un cadeau, mais un vrai cadeau, c'est-à-dire que derrière, j'attends rien, j'attends pas qu'ils me rendent. Ça, par rapport à mes enfants, je l'ai appris grâce à mon beau-fils. Parce qu'effectivement, avec mon beau-fils, je sais pas de quoi sera fait demain. Ça se trouve, dans 1 an, dans 2 ans, son père va décider de me quitter. Et peut-être je le reverrai plus, tu vois. Ou peut-être demain, mon beau-fils va arriver en me disant: Sarah, t'as vraiment été la pire belle-mère du monde, je te déteste. Je sais pas, tu vois, je sais vraiment pas. Et ça, voilà. Aujourd'hui, moi, je trouve que ça m'a appris, du coup, déjà à me sécuriser sur l'intérieur, pas attendre de l'extérieur des choses. Et puis, je trouve que cette famille, comme on l'a créée, avec justement cette acceptation de la différence, et essayer de faire de chaque épreuve un peu un truc qui nous renforce, ben moi, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Et je suis fière de mon couple aussi aujourd'hui. Et je me dis que si on n'avait pas eu ça, bah, ce serait pas aussi beau, aussi intense. Et il y a quelque chose d'autre que je veux rajouter, c'est que souvent les hypersensibles, ils ont besoin d'intensité. Tu vois, ça fait partie de leurs besoins, l'intensité. Donc moi, j'avais un grand besoin d'intensité. Donc quand je pensais à mes films Fleurs Bleues, tu vois, c'était pour vivre de l'intensité. Mais en tant que belle-mère, j'ai été servie. Ah ben voilà. Tu savais juste pas que tu avais la possibilité d'aller chercher ton intensité en étant belle-mère, mais en fait, tu as choisi la voie royale pour l'intensité. Et puis je trouve ça beau, quoi, parce qu'au final, ouais, réussir à créer une famille avec tout ça, avec finalement une histoire passée qui est encore présente, hein, parce que voilà, pour le coup, bah, je trouve ça, ouais, non. Ouais, je suis contente de tout ça. Je regrette rien. Ah, c'est super. Bah, trop chouette, Sarah. Est-ce qu'on termine sur ça ou est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter? Oui, je voudrais juste parler du cercle privé. Tu sais, l'application que j'ai créée pour les belles-mères, parce qu'elle me tient vraiment à cœur, et que j'ai envie de la faire connaître. Donc c'est une toute nouvelle application, là, je l'ai ouverte en août. Ouais. C'est juste pour les belles-mères en famille recomposée, et l'idée, c'est qu'elles puissent trouver un espace déjà pour un espace sécure, où elles peuvent être entre elles, pour communiquer. Donc, tu as tout un espace forum de discussion où elles peuvent parler. Elles peuvent aussi se rencontrer en MP. Donc, il y a, comme tu sais, sur Facebook, tu as un Messenger. Et il y a un espace membre où elles peuvent se présenter. Donc, elles peuvent aussi rencontrer d'autres belles-mères et aller communiquer avec elles. Il y a un espace aussi pour se rencontrer entre belles-mères proches de chez elles. En réel, quoi. Voilà, par département, elles peuvent se rencontrer. Et puis, j'ai voulu que ce soit aussi un espace de ressources, où je puisse transmettre un petit peu tout ce que j'ai appris sur la belle méritée, la famille recomposée. Donc tous les mois, je fais un live où je réponds à leurs questions. Je fais un live sur une thématique particulière. Donc par exemple, ce mois-ci, ce sera sur la gestion du stress et de l'anxiété. Le mois d'avant, c'était sur les défis liés à l'ex. Le mois d'avant, c'était sur l'épuisement émotionnel des belles-mères. Donc chaque mois, j'ai vraiment un live thématique où elles peuvent me poser leurs questions, mais où je transmets beaucoup de choses. Et puis j'ai des invités mystères. Donc j'ai invité des psychologues, avocates, enfin voilà, où j'essaie vraiment d'avoir un espace qui peut être ressourçant pour elles, mais pas que, c'est-à-dire un espace aussi où elles vont pouvoir trouver des solutions et des pistes pour pouvoir justement reprendre un peu la télécommande de leurs émotions et de leur bien-être, et puis transformer un petit peu leurs épreuves en richesse pour elles. Voilà, je voulais quand même en parler.
Ouais, et comment on fait alors si on a envie d'appartenir à ce cercle privé? On te contacte où il y a une adresse? Oui, en fait, j'ai mon site internet www.ladouceurdesrissons.com et dessus, Ouais. Il y a un onglet qui est pour le cercle privé, pour l'appli des belles-mères. Voilà, puis après, du coup, elles peuvent s'inscrire et nous rejoindre. Parfait, génial, et je remettrai tous les liens en bas. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'était trop chouette. Je pense que ça va être un épisode hyper riche. Donc voilà, avec à la fois ton expérience à toi et toute l'expérience que tu as pu recueillir pendant toutes ces années d'accompagnement, avec plein de super messages encore. Donc merci beaucoup, Sarah. Mais j'espère avoir pas été trop théorique, tu vois, et qu'elles n'hésitent pas si elles veulent des exemples concrets. Je peux en donner des exemples concrets, j'en ai plein. Mais c'est vrai que j'avais tellement plein de messages à faire passer que voilà, j'espère juste que je suis pas restée trop dans le théorique et que ça pourra leur parler. Oui, j'en suis sûre. Je trouve que ce qui est très beau dans ton podcast, c'est que justement on parle de situations, de vraies situations, tu vois. Et c'est ce qui est riche et je voulais quand même pouvoir partager des choses comme ça. Donc j'espère que le défi aura été à peu près réussi. Ouais, je pense qu'il l'a été, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Élise, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. À plus. À plus. Bye bye. Voilà, cette fois c'est vraiment la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Sarah d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire et nous donner tout plein de petits conseils. J'espère que cet épisode vous a plu. Évidemment, faites-le circuler autour de vous. Et mettez 5 étoiles au podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Ce qui serait génial aussi, c'est que vous preniez 2 minutes pour lui mettre un superbe avis sur la plateforme Apple Podcast. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee si vous souhaitez le soutenir financièrement en lui laissant un petit pourboire, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Ce serait super et ça permettra de faire durer le podcast encore et encore. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode avec une nouvelle famille recomposée exceptionnelle. D'ici là, prenez soin de vous. Et évidemment, let's go les Cool Step Families!